Bonjour tout le monde. Merci d'être encore une fois présent avec nous. Pour ce soir, l'ANSD, elle a un invité cher, c'est Monsieur Khadim Diop, le président du Conseil de la jeunesse du Sénégal. Monsieur Khadim Diop, vous êtes là? Est-ce que vous pouvez activer votre vidéo, s'il vous plaît? Monsieur Khadim, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, bonsoir docteur. Ça fait déjà un moment qu'on ne s'est pas parlé, je vous souhaite la bienvenue dans notre plateforme ANSD International. Merci d'être présent avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de partager avec vous. Excellent. À l'instar de tous les autres jeunes invités, experts invités que nous avons reçus depuis déjà bientôt 6 mois, nous vous recevons ce soir en tant que président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, une des plus anciennes organisations jeunes africaines qui s'occupe un peu des questions liées à la jeunesse, des plaidoyers politiques liés à la jeunesse. Et on aura le temps de développer ensemble tous ces détails. Donc, premièrement, comme je le disais bien, le CNJS, je crois que c'est ou c'est même la plus ancienne organisation de jeunesse en Afrique. Vous avez hérité de cette organisation, vous avez été élu en tant que président de cette organisation. Parlez-nous de cette expérience, parlez-nous du CNJS. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup, docteur. Permettez-moi aussi de saluer tous les internautes qui nous suivent à travers cette Facebook Live. Moi, c'est Khadim Diop, je suis le président du Conseil national de la jeunesse. D'abord, je vais présenter notre organisation qui est le Conseil national de la jeunesse, qui a été créé depuis 1954, avant même l'indépendance du Sénégal. C'est une plateforme qui regroupe tous les mouvements et organisations de jeunesse au niveau du Sénégal. Le Conseil national de la jeunesse est présent dans toutes les collectivités territoriales, parce qu'ici au Sénégal, vous avez les communes. Déjà, nous avons au niveau de la commune, le Conseil communal de la jeunesse. Ensuite, au niveau arrondissement, vous avez le Conseil d'arrondissement de la jeunesse. Au niveau département, il y a le Conseil départemental de la jeunesse. Au niveau régional, il y a le Conseil régional de la jeunesse. Au niveau national, il y a le Conseil national de la jeunesse. Et quelles sont les organisations qui sont membres? Déjà, il y a ce qu'on appelle les associations traditionnelles, les ASC, associations sportives et culturelles, qui sont au niveau des communes membres du Conseil national de la jeunesse. On peut citer aussi les mouvements traditionnels que sont la Croix-Rouge, les pionniers, les scouts, les éclaireurs et les guides, et toute association de jeunesse reconnue par l'État du Sénégal. Et aussi, il y a aussi les collèges, et aussi les lycées. Et il y a aussi la participation aussi des universités, les universités publiques et les universités privées. Les organisations syndicales aussi sont représentées au niveau du Conseil national de la jeunesse. Les associations des personnes à mobilité réduite aussi sont représentées au niveau du Conseil national de la jeunesse. Les associations des jeunes entrepreneurs aussi sont membres du Conseil national de la jeunesse. Les jeunesses politiques qui sont représentées au niveau de l'Assemblée nationale aussi sont membres du Conseil national de la jeunesse. Et aussi, les mouvements traditionnels à Foulard aussi sont représentés au niveau du Conseil national de la jeunesse. Actuellement, nous avons 17 000 organisations membres et plus de 749 démembrements du Conseil national de la jeunesse. Toutes les organisations de jeunesse sont représentées. Nous, notre rôle, c'est de jouer le rôle d'interlocuteur entre les jeunes et l'État du Sénégal, entre les jeunes et les collectivités territoriales, mais aussi entre les jeunes et les partenaires et les institutions. Et nous représentons aussi les jeunes du Sénégal dans plusieurs institutions. Bon, on peut citer le Conseil économique et social et les agences qui s'occupent des questions de jeunesse, telles que l'ANPEJ, l'ADER et les autres agences qui s'occupent des questions liées à la jeunesse. En gros, voilà la présentation du Conseil de la jeunesse. Nous sommes là depuis le 29 décembre 1996 et on a
pris fonction le 6 janvier 2017. Voilà en gros la présentation du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Donc, excellent. Donc, je vois que c'est une structure assez colosse et qui est vraiment multilatérale. Je vois une présence un peu de tout le monde, des institutions politiques, des institutions sportives, culturelles et autres. Et vous êtes aussi présent dans des instances constitutionnelles telles que le Conseil économique et social. Donc, je comprends que vous avez un rôle moteur et très important dans la mise en place des politiques liées à la jeunesse, en tout cas. Et je vais vers ma première question, qui est cette question de politique. Alors, nous avons une structure qui regroupe plus de 17 000 organisations à l'échelle du Sénégal, plus de 500 membres, si j'ai bien retenu. Alors, quel est votre impact sur la politique? Quel est votre impact sur la politique? Vous voulez dire quelque chose, Siradim? Oui. C'est juste pour dire que c'est plus de 749 démembrements. 740, d'accord. Et si on parle de démembrement, ce sont les conseils régionaux de jeunesse, conseils départementaux de jeunesse, conseils d'arrondissement de jeunesse et conseils communaux de jeunesse. Alors, ce sont des structures territoriales et la structure territoriale, elle est très importante dans la mise en œuvre donc, des politiques liées à la jeunesse. Aujourd'hui, quel est le bilan un peu du Conseil et quel est son impact par rapport à la mise en œuvre des politiques liées à la jeunesse? Déjà, je vais vous expliquer. Pour vous dire qu'ici au Sénégal, la jeunesse est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Ça veut dire qu'il y a une partie de la politique de jeunesse que l'État a confiée aux collectivités territoriales. Qui est décentralisée. Voilà, décentralisée. Raison pour laquelle, si vous allez dans les collectivités territoriales, il y a ce qu'on appelle des commissions jeunesse qui s'occupent des questions de la jeunesse. Mais la politique de jeunesse émane de l'État du Sénégal. Maintenant, quel est le rôle et la place de la jeunesse, ou bien quel est le rôle et la place du Conseil national de la jeunesse du Sénégal? Déjà, l'État du Sénégal, à chaque fois qu'il met en place des politiques en ce qui concerne la jeunesse, il implique non seulement le Conseil national de la jeunesse, mais toutes les organisations qui s'occupent de la jeunesse. Donc, la jeunesse sénégalaise est impliquée dans le cadre de l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de jeunesse au niveau étatique, mais aussi au niveau des collectivités territoriales. Si vous allez dans une commune, la municipalité travaille en étroite collaboration avec le conseil communal de la collectivité concernée. Donc, raison pour laquelle à chaque fois quand il y a des activités, quand il y a des manifestations, quand aussi il y a des plans sectoriels au niveau des communes, les démembrements du Conseil national de la jeunesse sont impliqués. Maintenant, quel est le rôle du Conseil national de la jeunesse? Parce qu'on parle de conseil, on doit donner des conseils. Le Conseil national de la jeunesse est une force de proposition et d'action. Oui, si je vous permets, est-ce que c'est un rôle qui est plutôt consultatif ou qui est un peu constructeur de cette politique au niveau territorial? Oui, c'est un rôle consultatif, raison pour laquelle le Conseil national de la jeunesse est une force de proposition et d'action. Ce n'est pas à nous d'élaborer la politique de jeunesse, mais on accompagne l'État, on accompagne les collectivités territoriales dans le cadre de l'élaboration, mais aussi dans le cadre de la mise en œuvre. Donc, raison pour laquelle tous les démembrements du Conseil national de la jeunesse du Sénégal travaillent en étroite collaboration avec les collectivités territoriales, l'État, mais surtout les partenaires au développement. Maintenant, quel est l'impact? L'impact des organisations de la jeunesse, l'impact du Conseil national de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise représente plus de 65% de la population. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place une politique de développement sans impliquer cette jeunesse-là. Aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse participe à l'élaboration de ces politiques-là, mais aussi à la mise en œuvre de ces politiques-là. Aujourd'hui, on ne peut rien faire en ce qui concerne la jeunesse sans impliquer les organisations de jeunesse, parce que si vous impliquez les organisations de jeunesse, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'impact. Donc, raison pour laquelle les organisations de jeunesse s'impliquent dans le cadre de la mise en œuvre. Maintenant, par rapport aux résultats,
Donc, le Conseil national de la jeunesse, comme je l'ai dit tantôt, c'est juste une force de proposition et d'action. Déjà, nous avons fait ce qu'on appelle la priorisation de la jeunesse sénégalaise. Première priorité, c'est la formation et l'emploi des jeunes. Et sur ce, bon, le Conseil national de la jeunesse a mis en place ce qu'on appelle l'Académie de la jeunesse. Et cette Académie de la jeunesse permet aux jeunes d'avoir des formations de qualité, d'avoir aussi, comment dirais-je, des sessions de formation au niveau national, mais aussi au niveau des membres du Conseil. Parce qu'on a des partenaires qui appuient le Conseil national de la jeunesse, mais qui appuient aussi les autres membres du Conseil national de la jeunesse à élaborer des plans de formation, mais aussi à mettre en œuvre, comment dirais-je, des sessions de formation pour les jeunes qui sont dans les communes, dans les régions, mais aussi dans les départements. La première action, c'est l'Académie de la jeunesse. Maintenant aussi, dans certaines collectivités territoriales et dans certains démembrements du Conseil national de la jeunesse, ils ont mis en place ce qu'on appelle des champs d'incubation agricole. Si vous allez à Kédougou, à Tamba, à Kolda, à Matam et à Djoubel, il y a des champs pour les démembrements du Conseil national de la jeunesse, parce que ça permet aux jeunes de participer à la création de recettes. Il y a aussi la mise en place des centres multiservices pour accompagner les jeunes. Là aussi, il y a des centres au niveau de Kolda, Tamba, Thiès et Dakar. Nous organisons aussi des sessions de formation sur les métiers porteurs et créateurs de richesses. Déjà, nous, en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle, nous avons organisé plusieurs sessions de formation sur la topographie, le transport, la logistique, l'agriculture, les métiers du bâtiment, les métiers du cuir, les métiers de la boulangerie et les métiers avicoles. Ça, on l'a organisé en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle. Et aussi, nous organisons des bootcamps d'incubation au niveau des fonds agricoles. Nous faisons aussi beaucoup de plaidoyer pour l'augmentation des fonds alloués à la formation professionnelle, mais aussi augmenter les fonds pour subventionner les projets des jeunes, tels que l'ANPEJ, parce qu'il y a une agence qui s'occupe de la promotion de l'emploi des jeunes qu'on appelle ANPEJ, parce que voilà, au début, il y avait une enveloppe de 800 millions, mais actuellement, avec le plaidoyer du Conseil national de la jeunesse, avec le plaidoyer des autres organisations de la jeunesse, en 2017, l'État a mis en place une enveloppe de 3 milliards pour le financement des projets de jeunes. Mais on s'est rendu compte que ces 3 milliards-là sont insuffisants. Et nous avons continué à faire le plaidoyer. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a mis en place ce qu'on appelle la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, avec une enveloppe de 30 milliards pour financer les projets des jeunes et des femmes. Nous avons aussi signé pas mal de protocoles d'accord avec des agents et des institutions de la place dans le cadre de la formation et dans le cadre de l'emploi des jeunes. Nous avons signé un protocole d'accord avec le 3FPT, qui est le Fonds de financement de la formation professionnelle. Nous avons aussi signé un protocole d'accord avec le PRODAGA, qui est le programme des domaines agricoles communautaires. Nous avons aussi signé un protocole d'accord avec le PUDC. Nous avons aussi signé un protocole d'accord avec la Fondation Konrad Adenauer dans le cadre de l'organisation d'une série de forats au niveau de toutes les régions pour permettre à la jeunesse de ces régions-là de connaître les opportunités d'emploi dans ces régions-là. Et aussi, nous travaillons beaucoup avec d'autres organisations de jeunesse dans le cadre de la formation des jeunes. Nous avons aussi un projet avec l'UNESCO dans le cadre de la formation des jeunes sur l'éducation au métier et à la formation. En tout cas, en gros, voilà le résumé de ce que le Conseil national de la jeunesse a fait dans le cadre de la formation, mais aussi dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes.
Merci beaucoup, Monsieur Khadim. Donc, je vois qu'il y a une dynamique des jeunes. Il y a plus de 65% donc, de la population jeune au Sénégal et je vois un peu la dynamique dont vous parlez. Il y a une réelle dynamique. Et maintenant, moi, je me pose une autre question parce que vous avez certainement vu, il y a eu beaucoup de communication dernièrement suite aux chiffres qui a été annoncé par l'OIT. Et je crois que vous me voyez venir parce que l'Organisation internationale du travail annonce un taux de chômage des plus élevés donc à l'échelle mondiale. Sénégal, troisième mondial en termes de chômage. Après, bien sûr, le Burkina Faso premier avec 77%, la Syrie 50% et Sénégal troisième. Monsieur le ministre de la Pêche, je crois, sénégalais, il a un peu refuté ce chiffre en disant qu'il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup de choses qui se font et ce chiffre n'est pas réel. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu dans votre discours qu'il y a beaucoup de travail et généralement, les pays africains qui connaissent un gros taux de chômage, ce sont aussi des pays où les jeunes disent qu'il n'y a pas une réelle implication, alors que là, je vois un peu les ingrédients. Je vois qu'il y a une bonne implication du Conseil de la jeunesse avec tous ces organes et ces démembrements. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de partenariats qui se font, donc avec les Allemands, avec la France, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre, 48% du taux de chômage? Oui, pratiquement nous ne comprenons pas ce classement dans la mesure où l'État du Sénégal est en train de faire beaucoup d'efforts dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui au Sénégal, tout bachelier a le droit d'être orienté au niveau des universités publiques. Si l'étudiant n'est pas orienté au niveau des universités publiques, c'est l'État même qui prend en charge l'orientation de ces étudiants-là au niveau des universités privées. Donc, on peut dire qu'au Sénégal, l'éducation... Mais les études en soi, les études supérieures ou la formation professionnelle en elle-même n'est pas suffisante parce que il y a même dans des pays qui sont en voie de développement, qui sont développés, ils ont des problèmes dans l'insertion des diplômés. Et plus les jeunes, généralement en Afrique, vont à l'université, plus ils chôment. Donc, comment vous voyez un peu l'impact de ces études sur le développement de ces jeunes? Est-ce qu'il y a un vrai accompagnement, une vraie orientation de ces jeunes? Parce qu'actuellement, l'État du Sénégal a compris qu'il faut mettre plus d'accent sur la formation professionnelle au lieu de mettre beaucoup d'argent sur la formation classique. Raison pour laquelle l'État du Sénégal a mis en place ce qu'on appelle le fonds de financement de la formation professionnelle, avec aussi plusieurs programmes au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, il y a un programme qu'on appelle PF2G, programme école-entreprise, et c'est l'État lui-même qui fonctionne non seulement les entreprises, mais c'est l'État lui-même qui donne la bourse à l'étudiant pour qu'il puisse faire des stages au niveau des universités. Aujourd'hui, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts par rapport à l'emploi des jeunes, mais on ne peut pas régler à 100% le chômage des jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de promouvoir ce qu'on appelle l'auto-emploi des jeunes. Raison pour laquelle nous encourageons l'État à mettre plus de moyens au niveau des deux agences actuellement au Sénégal qui s'occupent du financement des projets et des programmes pour les jeunes. Je peux dire l'ANPEJ et l'ADER. Aujourd'hui, pour la première année, l'ADER avait bénéficié d'une enveloppe de 30 milliards, mais aujourd'hui, on se rend compte que la demande tourne autour de 150 milliards. Donc, raison pour laquelle nous demandons à l'État, si nous voulons appuyer l'auto-emploi, si nous voulons financer tous les projets des jeunes sénégalais, il nous faut au minimum 150 milliards. Et je pense qu'avec le PAP 2, on va augmenter le budget de l'ADER, mais aussi augmenter le budget de l'ANPES pour qu'on puisse vraiment lutter contre le chômage des jeunes. Je pense que c'est extrêmement important. Il faut reconnaître qu'il y a le chômage, mais aussi il faut reconnaître que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts pour lutter contre ce chômage. Alors est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, moi j'ai vu que vous avez
vous avez beaucoup de présence dans des conseils territoriaux, vous travaillez beaucoup avec l'autorité, avec les ministères et les élus, etc. Donc, vous travaillez avec eux dans l'élaboration, vous donnez le conseil. Mais est-ce que vous travaillez un peu avec les universités et les écoles? Vous avez parlé tout à l'heure et j'ai lu que plus de 30% des élèves au Sénégal, ils vont être un peu aiguillés vers la formation professionnelle, ce qui est extraordinaire. Mais bon, la formation professionnelle, c'est bien. Vous avez parlé de l'auto-emploi, c'est la création d'initiatives d'AGR, génératrices de revenus, etc. Mais est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut encore faire un autre travail? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune à l'université ou à la formation professionnelle, il a besoin de quelques compétences parce qu'un entrepreneur, ça ne s'apprend pas. C'est vrai qu'il y a des compétences qu'on peut lui inculquer, mais il y a des valeurs. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui porte des valeurs de l'entreprise. Quel est votre rôle un peu dans ce développement? Est-ce que vous faites, par exemple, des ateliers de coaching, d'accompagnement de ces jeunes? Est-ce que vous avez un programme dans ce sens? Déjà, c'est ce que le Conseil national de la jeunesse a compris pour maintenant intégrer les étudiants au niveau des instances de prise de décision du Conseil national de la jeunesse. C'est la première fois que les étudiants intègrent le Conseil national de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des étudiants compétents, des étudiants qui participent à la création de richesses. Je donne juste l'exemple. Durant cette pandémie de lutte contre la COVID-19, on a subventionné toutes les organisations de jeunesse du Sénégal à travers l'appui du ministère de la Jeunesse. Mais les étudiants se sont organisés dans le cadre de la production de solutions hydroalcooliques. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller en Chine ou d'aller en France pour avoir ces produits-là, mais avec la compétence de nos étudiants, on peut aujourd'hui produire des solutions hydroalcooliques. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. L'autre chose aussi, c'est comment travailler avec les organisations estudiantines dans le cadre de la promotion de l'emploi en créant ce qu'on appelle des centres d'incubation. Parce que nous-mêmes, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous voulons transformer l'académie de la jeunesse à un centre d'incubation qui permette aux jeunes porteurs de projets déjà d'avoir des infrastructures, mais aussi d'avoir toutes les informations nécessaires dans le cadre non seulement de l'accompagnement, mais aussi dans le cadre du financement de leurs projets. Donc, nous travaillons actuellement avec les agences telles que l'ADER et l'ANPES pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle des guichets uniques. Parce qu'il y a plusieurs organisations qui s'occupent de la formation, qui s'occupent du coaching, qui s'occupent du financement. Mais nous, ce que nous proposons au niveau du Conseil national de la jeunesse, c'est de mettre en place un guichet unique pour la formation professionnelle, un guichet unique pour le financement des projets de jeunes, mais aussi un guichet unique pour l'accompagnement et l'écoulement des produits. Et je pense que ça, c'est en bonne voie et c'est ce que nous proposons à l'État, au ministère de la Jeunesse, mais aussi au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Alors, par rapport toujours je suis resté collé un peu à cette question de création d'entreprise parce qu'elle est importante. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que président du Conseil, du temps que doit parcourir un jeune Africain pour la création de son entreprise? Est-ce que vous avez un peu... Dites-moi. Vous savez, ici au Sénégal, on a une agence qui appuie les jeunes. Aujourd'hui, au Sénégal, en 72 heures, on peut créer une entreprise. Ce n'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, un jeune Sénégalais peut créer son entreprise à moins de 72 heures. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a l'APIX, si vous allez à l'APIX, tu peux créer ton entreprise. Et aussi, il y a ce qu'on appelle des agences d'accompagnement. Mais le problème qu'on a, on a plusieurs agences d'accompagnement, on a plusieurs agences de financement, on a plusieurs agences de formation. Raison pour laquelle, des fois, le jeune se perd. Donc, nous, au niveau du Conseil national de la jeunesse, c'est la raison pour laquelle on a proposé la création de guichets uniques. Aujourd'hui, si le jeune veut avoir un financement, il ne fera pas 3, 4 ou 5 agences, il vient dans une agence pour le financement. Si le jeune a besoin d'une formation professionnelle, il ne fera pas
comment dire, le tour des universités ou bien le tour des centres de formation professionnelle, mais il a un guichet où, s'il vient, il a toutes les offres de formation. C'est ce que nous proposons. Il y a des Alors, agences, hein. l'État est en train de faire un travail, mais ce que nous demandons, c'est une synergie d'action entre les agences de l'État et aussi, surtout le patronat aussi sénégalais. Ce qui nous conduit à notre deuxième question, qui est comment favoriser cette politique destinée à la jeunesse. Moi, ce que j'ai vu un peu, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, et quand j'ai fait ma recherche, j'ai vu qu'il y a énormément d'acteurs au Sénégal. Et tout le monde veut faire de l'accompagnement de la jeunesse dans la création d'entreprises. Et tout le monde veut aller vers le financement. Donc, comment favoriser cette synergie réellement en tant que conseil de la jeunesse? Comment généraliser cet esprit dans le cadre d'une unité et comment rendre tout ça dans un guichet unique ou dans un interlocuteur unique? Parce qu'un jeune, d'abord, on demande qu'il soit employable, donc qu'il ait fait tout le parcours du combattant pour comprendre ce que c'est que des écrits professionnels, comment rechercher un travail. Et maintenant, on va lui demander d'arrêter parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi, et ça, je le comprends. C'est un peu partout en Afrique. Il n'y a pas des opportunités ciblées par rapport à l'éducation. Généralement, il y a une adéquation. Donc, on lui demande de se préparer au marché de travail. Un marché de travail, quand on lui dit déjà à la porte, c'est bon, marché de travail, c'est bon, il faut aller vers la création d'entreprise. Et avec la création d'entreprise, il faut aussi beaucoup de compétences qu'il faut lui inculquer. Donc, comment rassembler tout ça dans le cadre d'une politique efficace destinée à cette jeunesse africaine? Le problème qu'on avait, nous, au Sénégal, c'est que le secteur de l'emploi est un secteur qui flotte. Des fois, on a le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Entre-temps, on a le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Tu as vu, des fois, on colle l'emploi au ministère de la Jeunesse. Ensuite, on colle l'emploi au ministère de la Formation professionnelle. Ça flotte des fois. Et ça ne permet pas quand même de mettre en place des politiques d'emploi durable. Donc, raison pour laquelle, déjà, il faut une synergie d'action entre les différents acteurs, les différentes parties prenantes. D'abord, il y a l'État. Parce que la question de l'emploi, l'État ne peut pas régler la question de l'emploi. Déjà, il y a l'État, il y a les collectivités territoriales, il y a le secteur privé, le patronat sénégalais, mais aussi il y a ce qu'on appelle toutes les organisations de jeunesse. Il y a le Conseil national de la jeunesse. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut une synergie d'action entre l'État, les collectivités territoriales, la jeunesse, le patronat, et surtout aussi, il y a des partenaires qui accompagnent l'État, qui accompagnent les collectivités territoriales dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes. C'est la raison pour laquelle nous, ce que nous proposons, c'est un haut conseil pour l'emploi. Et je pense que ça, c'est extraordinaire. Ça pourra quand même permettre à tous ces, comment dirais-je, tous ces partenaires-là de s'asseoir autour d'une table. Voilà. De s'asseoir autour d'une table et d'apporter des solutions par rapport au chômage des jeunes. Très bien. Mais la question encore qui revient, c'est toujours par rapport à cet axe de politique efficace. Alors, on peut aller, le Maroc maintenant, il va vers un haut conseil pour l'emploi aussi. Et je crois que c'est une idée qui est géniale parce que ça va nous permettre un peu de converger toutes les politiques qui sont destinées à l'emploi des jeunes et à mettre un peu du sens et à mettre des valeurs par rapport à la formation professionnelle et à l'éducation en général. Et la question qui se pose, c'est que l'inadéquation entre formation et emploi. Donc aujourd'hui, à Dakar, on va par exemple aller vers l'accompagnement d'un jeune pour la création de son entreprise, un jeune ingénieur qui a un peu développé éventuellement des produits sanitaires ou autres, et qu'aujourd'hui, il commence la première année, il a son investissement, il a son financement matériel, il a tout ce qu'il faut, il a son crédit à taux réduit, par exemple, et il commence à exporter. Mais cette entreprise ne peut pas s'essouffler, elle a besoin de ressources humaines pour se développer.
Donc, c'est là où revient ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, le système éducatif au Sénégal, est-ce qu'il permet de donner à ce jeune des compétences qui sont à même de l'aider dans le développement de sa carrière, ou est-ce qu'on doit encore attendre un autre haut conseil pour l'éducation pour mettre en place encore une stratégie parce que on ne peut pas, 30% des jeunes, ils vont aller vers la création d'entreprise, vers la formation professionnelle, et certainement, il y aura un taux important qui va aller vers la création d'entreprise. Mais ce n'est pas la seule solution aussi. La solution, c'est aussi de mettre en place des ressources humaines qualifiées. Alors, comment voyez-vous cela et comment aller vers, comme on l'a bien dit dans notre annonce, comment réinventer cette politique d'employabilité. Aujourd'hui, vous et moi, notre génération, déjà, elle commence à j'allais dire vieillir. Il y a notre génération. On parlait de génération Y, on parle de génération X. Il y a une nouvelle génération qui s'installe avec vraiment une autre motivation, de la digitalisation ou autre. Donc maintenant, comment voyez-vous cela et comment on peut vraiment réinventer cette employabilité et préparer pour ces jeunes promoteurs qui ont un peu la capacité de croître, de contribuer à la croissance et la richesse nationale, comment les aider à mettre en place des ressources humaines qualifiées? Oui, je pense qu'aujourd'hui, le système classique de formation n'encourage pas l'entrepreneuriat. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est déjà de mettre plus de moyens dans la formation professionnelle. Déjà, au niveau du Sénégal, c'est de mettre en place des centres de formation professionnelle au niveau de chaque département. Et ensuite, fusionner toutes les agences qui s'occupent du financement des projets de jeunes. Ensuite, augmenter la subvention des agences de financement, augmenter le budget du ministère de la formation professionnelle pour créer plusieurs centres de formation dans les zones les plus reculées au niveau du Sénégal. Transformer aussi les CEDEPS, parce qu'ici, au niveau du Sénégal, il y a des centres pour les jeunes, de transformer ces CEDEPS-là en centre d'incubation pour booster la créativité des jeunes, surtout dans le domaine numérique. Et autre chose aussi, c'est accélérer la mise en place de ce qu'on appelle les domaines agricoles communautaires pour lutter contre le chômage des jeunes au niveau des zones rurales. Mettre en place une stratégie de suivi, d'accompagnement des jeunes bénéficiaires des financements au niveau de l'ADER et aussi au niveau de l'ANPEJ. Aujourd'hui, notre problème, c'est que notre système de suivi-évaluation ne fonctionne pas. Aujourd'hui, quand on forme le jeune, quand on lui donne un financement, on doit mettre aussi en place un système de suivi-évaluation qui permet à ce jeune-là… Ce qu'on appelle le suivi de post-création. Voilà, c'est ça, parce que ça aussi, c'est extrêmement important. On ne peut pas quand même laisser les jeunes avec un financement. Des fois, des jeunes qui bénéficient des financements de plus de 10 millions, on doit les accompagner. Et aussi, fermer les centres de formation qui ne répondent pas aux normes des enseignements de qualité. Parce que avant d'aller vers ça, parce que c'est très important, tout ce que vous venez de dire. C'est très important parce que ça aussi, c'est un problème dans nos pays-là, parce que les centres de formation poussent comme des champignons. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit réglementer l'ouverture des centres de formation et mettre en place des formations qui collent à la réalité sénégalaise. Sinon, on forme des jeunes uniquement pour les former et ils vont devenir des chômeurs. La plupart des pays africains qui ont un peu travaillé dans la promotion de la création d'entreprises, dans l'auto-emploi, le début est magnifique parce que vous avez tout le processus qui est clair et qui est visible, et vous avez toutes les commissions que vous allez mettre en place, vous avez toutes les commissions de risque par rapport au financement. Je crois que le fait de créer l'entreprise en soi, je crois que ce n'est pas un dilemme. Il faut juste trouver l'ingrédient, trouver l'oiseau rare, trouver l'initiative, faire une étude prospective pour voir si vraiment le projet va marcher. Mais le dilemme, il commence à se poser après la création, dans le post-création. Maintenant,
est-ce qu'on va dire, donc, à toutes les initiatives qu'on va recevoir, est-ce qu'on va faire une espèce de banque de données projets et on va dire, pour ces projets, on peut assurer post-création. Pour cela, on ne peut pas. Parce qu'il faut dire qu'il y a des professions qui sont très difficiles et on n'arrive pas à trouver très souvent des compétences nécessaires pour un accompagnement et un coaching post-création. Alors, dites-moi, quelle est cette stratégie post-création? Comment vous la voyez? Par exemple, est-ce on va accompagner le porteur de projet avec une fiduciaire pour les calculs donc, de ses ratios, de sa comptabilité, de son bilan? Ou est-ce qu'il faut vraiment des business angels, des accompagnateurs, des gens qui ont de l'expérience dans ce sens? Oui, c'est la raison pour laquelle je dis que le patronat a un rôle à jouer. Parce qu'aujourd'hui, nous, ce que nous demandons, c'est déjà que les agences mettent en place des systèmes de suivi et évaluation, mais aussi qu'il y ait ce qu'on appelle un système de parrainage. Aujourd'hui, si un jeune Sénégalais veut investir dans le domaine agricole, mais qu'on le mette en relation avec un champion. Si un jeune Sénégalais veut investir au niveau, comment dirais-je, du bâtiment, qu'on le met en rapport avec un champion. C'est la raison pour laquelle nous appelons le patronat sénégalais, nos aînés, d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Parce que ça, c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, certes, les jeunes ont reçu une très bonne formation, ils ont reçu un financement, mais ils n'ont pas encore d'expérience. Raison pour laquelle il nous faut comment dire, le soutien et l'appui du patron pour qu'on puisse vraiment bénéficier de leurs expériences. Et je pense qu'aujourd'hui, la DER est en train de jouer ce rôle-là, de mettre en relation les champions et les jeunes entrepreneurs. Et je pense que ça aussi, c'est extrêmement important parce que les jeunes ont besoin de l'expérience des années qui ont duré dans différents secteurs. Alors j'ai l'impression depuis maintenant trois quarts qu'on est en train de parler, trois quarts d'heure, pardon, qu'on est en train de discuter, j'ai l'impression qu'il y a un vrai plan Marshall au Sénégal par rapport à cette question de l'emploi. Et est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un vrai pacte et d'un nouveau pacte pour l'employabilité et l'engagement de la jeunesse africaine? Et est-ce qu'il y a un rôle à jouer par rapport aux autres parties prenantes? On n'a pas beaucoup parlé de la société civile, mais quel est un peu le rôle est-ce qu'on est déjà d'accord qu'il y a tout un... On est déjà d'accord sur le fait qu'il y a toute une préparation de pacte où il y a un engagement global pour cette question de l'emploi ou pas. Après, si oui, quel serait le rôle de la société civile comme étant un moteur? Parce que voyez-vous que au niveau déjà de la petite classe, du préscolaire, du primaire, du collège, il y a un rôle à jouer de la société civile qui est important, il y a un rôle moteur et préparateur de cette jeunesse. Quel est à votre sens le rôle de cette société civile qui aussi occupe une place importante dans le Conseil de la jeunesse africaine? Oui, la société civile aujourd'hui est en train de jouer son rôle dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a plusieurs organisations de la société civile qui sont membres du Conseil national de la jeunesse. Je pense que le premier rôle de la société civile, c'est ce qu'on appelle le rôle d'alerte. Déjà, la société civile doivent alerter nos gouvernants en leur disant, voilà, il y a des jeunes qui sortent des universités, il y a des jeunes qui sortent des centres de formation, mais à la fin, qui ne trouvent pas d'emploi. Quelles sont les stratégies à élaborer pour qu'on puisse vraiment réduire le taux de chômage des jeunes? Ça, c'est le rôle de la société civile. L'autre rôle de la société civile aussi, c'est de permettre à l'État de capter d'autres sources de financement. Ça, c'est extrêmement important parce que dans nos pays, nous avons des États pauvres. Aujourd'hui, la société civile peut aider l'État, peut aider ce qu'on appelle les collectivités territoriales à capter d'autres fonds. Parce que, comme vous le savez, l'État seulement ou bien la collectivité seulement ne peut pas quand même financer la formation. L'État seulement ne peut pas financer l'auto-emploi des jeunes. Donc, c'est
de notre responsabilité en tant que membre de la société civile d'aider l'État dans le cadre de la formulation des politiques de développement telles que une politique de lutte contre le chômage des jeunes, une politique ou bien une stratégie de financement des projets des jeunes. Et je pense que ça aussi, c'est de notre responsabilité d'appuyer l'État, d'appuyer les collectivités locales dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans les collectivités territoriales, ils ont des difficultés au niveau des ressources humaines. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut les appuyer dans ce cadre-là, les aider à mettre en place des stratégies, à mettre en place des programmes pour capter des fonds et lutter contre le chômage des jeunes. Ouais. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de la question de cette jeunesse. Maintenant, comme mot de la conclusion, comment vous voyez un peu avant de passer bien sûr à quelques questions du public, alors comment voyez-vous maintenant le développement d'abord du Conseil? Quelle est votre vision à venir par rapport au Conseil? Et autre chose par rapport à la stratégie africaine donc, de la jeunesse. Si vous avez suivi un peu nos webinaires depuis le début, nous avons beaucoup discuté autour de la question de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Quel est votre avis par rapport à cet agenda? Vous avez vu que un peu les ambitions sont très grandes. Il y a aussi, à chaque fois, revient cette question de l'indépendance de l'Afrique par rapport au financement étranger. Qu'est-ce que vous pensez de l'agenda 2063 et qu'est-ce que vous pensez de ces objectifs et comment faire pour un peu avoir un effet accélérateur de ces objectifs? Déjà, par rapport à la vision du Conseil national de la ce que nous voulons laisser à nos frères, c'est un conseil attractif, un conseil qui est une force de proposition et d'action, mais aussi un conseil qui participe à la création de richesse. Je pense qu'aujourd'hui est le moment de changer la logique des organisations de jeunes africaines d'une logique de représentation vers une logique de création de richesse pour apporter de la valeur ajoutée. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Par rapport à l'agenda 2063, je pense que c'est une très bonne stratégie, non seulement pour nos pays africains, mais aussi pour les organisations de jeunesse africaines. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de notre devoir d'accompagner l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Maintenant, ce que je donne à l'Union africaine, c'est qu'on puisse travailler sur l'unité de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, il y a une multitude d'organisations de jeunesse au niveau africain. Et ça, c'est une chose que nous déplorons. Et l'autre chose aussi, c'est par rapport aux partenaires. Je pense que les partenaires doivent travailler par rapport à l'unité de la jeunesse africaine. Et aussi, nous, en tant que jeunes Africains, nous ne devons pas accepter que chaque partenaire puisse venir et créer son propre réseau de jeunesse ou bien son organisation de jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, l'Union africaine doit renforcer les conseils nationaux de jeunesse et aussi renforcer l'Union panafricaine de la jeunesse pour qu'on puisse avoir une organisation de jeunesse très forte pour que la jeunesse africaine parle d'une seule voix. Merci beaucoup, mon cher ami. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Khadim Diop, vous êtes toujours le bienvenu dans notre plateforme de l'ANSD internationale. Je vous remercie pour votre franc-parler. Nous avons parlé de sujets nous avons parlé de sujets qui sont très importants et comment le Conseil de la jeunesse veut un peu aider pour le développement de l'employabilité de cette jeunesse. On a aussi parlé de l'engagement de la société civile, de l'engagement du Conseil et de tous ces organes pour le développement de l'employabilité et cette façon de réinventer l'employabilité et l'engagement de la jeunesse.
Monsieur Khadim Diop, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Ça a été un plaisir aussi pour moi. Je vous laisse le mot de la fin. Ça a été un plaisir pour moi aussi de partager avec vous. Excellent. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Et en tout cas, ça a été un plaisir de partager avec vous et vous féliciter aussi par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire, surtout au niveau du réseau africain de développement. Je pense qu'on a besoin de ces plateformes-là pour qu'on puisse vraiment entendre la voix de la jeunesse africaine. En tout cas, le Conseil national de la jeunesse sera toujours là pour vous accompagner aussi toutes les autres organisations de jeunes pour le développement de notre continent. Je vous remercie.